Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine toujours consacrée au Niger. Le dossier du jour s'intéressera à la liberté de la presse dans le pays. Et puis au sommaire également de cette émission, Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et Charles Blé Goudé, son ex-ministre, toujours devant la Cour pénale internationale. Rappelons que ce n'est que le début d'un long procès qui devrait durer plusieurs années. Les deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011. Ce vendredi, la représentante des victimes s'est exprimée. Et puis, 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les enjeux, les attentes de ce sommet décryptés au cours de cette émission avec nos éditorialistes qui sont avec nous autour de ce plateau. Alfred Changou. Alfred, bienvenue. Merci Amira, c'est un bonheur de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci aussi de leur accueil. Et Jemal Taleb. Jemal, merci d'être avec nous. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé se poursuit toujours ce vendredi. Cette deuxième journée d'audience à La Haye devant la Cour pénale internationale a permis au bureau de la procureure Fatou Bensouda d'achever son propos liminaire et à la représentante des victimes, Paulina Massida, de prendre parole. Jemal, beaucoup espèrent que ce procès jouera un rôle clé dans le chantier de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est également votre analyse? Malheureusement, pas du tout. J'ai plutôt l'impression que le procès irait à l'encontre de la réconciliation nationale. Je pense qu'on est passé depuis 2011, à côté d'une chance extraordinaire pour la Côte d'Ivoire de se réconcilier. Et l'idée de mettre en place ce procès est, de mon point de vue, plutôt de nature à la diviser. Je pense très sincèrement que Alassane Ouattara, le président Ouattara, est un grand homme et qu'il est à la stature incontestablement d'un grand homme d'État. Je pense que ce n'est pas un homme qui est capable finalement, en tout cas qu'il a montré jusqu'ici, de faire la paix. Et qu'il est passé à côté d'une occasion extraordinaire d'être un grand réconciliateur de la Côte d'Ivoire. Il donnait une belle occasion de se rattraper, de penser les plaies du passé et de préparer l'avenir sereinement. Ces années qui sont passées ne l'ont pas été faites, il n'est jamais trop tard. Et il peut évidemment se révéler dans le prochain mandat qu'il vient de commencer. Cela dit, il y a de mon point de vue deux points d'analyse sur ce procès-là. Il y a l'analyse de la crise électorale ou la crise post-électorale ivoirienne elle-même. Mais on peut difficilement analyser la crise post-électorale sans analyser la crise avant l'élection, et donc celle qui court globalement depuis le coup d'État de 1999, ou plus singulièrement, ou plus particulièrement, le coup d'État qui a visé le président Gbagbo en 2002. C'est là toute une période, une dizaine d'années, dont le procès, de mon point de vue, devait être fait plus globalement. Cela dit, les malheurs de la Côte d'Ivoire sont réels. Nous ne sommes pas ici, nous n'avons aucune légitimité de rajouter le malheur au malheur et de juger le malheur de ceux qui sont morts dans des conditions. S'il y a une personne qui est morte, c'est toujours une personne de trop. Et donc, il est loin de mon sentiment, en tout cas, de ne pas m'apitoyer sur le sort de ceux qui sont morts, malheureusement, d'ailleurs, des deux côtés. Cela dit, il s'agit d'abord d'une crise électorale. Une crise électorale dans laquelle les puissances étrangères sont venues s'immiscer, dans laquelle les puissances des pays voisins sont venues s'immiscer. Et le sentiment que ça a donné, c'est que, en tout cas dans la première partie, c'est que certains sont au pouvoir, sont pas légitimes aux yeux d'autres, dont parfois des puissances étrangères. Et donc, c'est de mon point de vue ce procès-là qui n'a pas été fait. La deuxième chose, de mon point de vue, et ça manque encore une fois au président Ouattara. Quand le président Gbagbo a été élu en 2002 dans les conditions qu'on connaît, il a tendu la main à tous les autres et il leur a dit « j'ai été mal élu, gouvernons ensemble » jusqu'à ce que le RDR sorte de l'élection de 2002. Ce moment-là, il a, de mon point de vue, manqué au président Ouattara. Et Ouattara, donc, dans les conditions de 2011, aurait dû tendre la main pour que la réconciliation ivoirienne commence en dehors des procès. Puis après, on décide d'envoyer le président Gbagbo à la Cour pénale internationale. D'ailleurs, au demeurant, on l'envoie lui, on n'envoie pas son épouse, Simone, dont tous ceux qui sont proches du pouvoir considèrent qu'elle est plus belliqueuse que lui. Mais on ne le fait pas. On préfère plutôt envoyer celle-là. Et puis,
le sentiment qu'on donne, c'est qu'on envoie certains et d'autres, on met un rideau. Et on menace même de sortir de la CPI si jamais on devait les envoyer. Ça donne là un sentiment de malaise. Vous savez, la justice est incontestablement un acte matériel important, c'est aussi un sentiment. Et quand on n'a pas le sentiment que la justice est faite, quoi qu'elle soit rendue et quelles que soient les décisions rendues, elle sera toujours vécue aux yeux des gens comme état unique. Puis après, il y a la Cour pénale internationale elle-même. Je ne suis pas un ami du président Gbagbo, je ne le connais pas plus que ça et je n'ai pas d'intérêt particulier. Quand je l'ai vu, honnêtement, comme homme, comme Africain, j'étais malade. Honnêtement, j'étais mal de le voir là. Et de me dire, ça n'est pas sa place. Ça n'est pas sa place parce que la qualification de crime contre l'humanité est discutable. Ça n'est pas sa place non plus parce qu'il y a 1 an et demi, la chambre préliminaire nous a dit que le dossier était vide. Et quand un dossier est vide de cette nature-là, pardon, on libère le prévenu, c'était la moindre des choses, ça n'a pas été fait. Je ne peux encore une fois pas donner un avis détaillé sur un dossier que je n'ai pas vu et que je ne connais pas là. Je donne là un point de vue général sur une situation telle qu'elle nous a été rapportée par la presse parce qu'hélas, on ne peut pas aller autrement. Sur la Cour pénale internationale elle-même, je répète ici ce que je pense d'elle-même. Je n'aime pas la justice des vainqueurs, je n'aime pas la justice qui s'intéresse aux uns et aux autres, je n'aime pas la justice qui considère que le continent africain est le seul continent où les crimes existent. Cela dit, le sentiment la réponse qui m'est donnée par certains de mes amis qui me disent, après tout, si la justice s'intéresse au continent africain et qu'elle permette aux chefs d'État africains d'aller dans le droit chemin et de respecter l'État de droit, c'est une bonne chose. Cet argument-là, je le comprends. Sauf que le sentiment est beaucoup plus fort que cela, de frustration et d'iniquité. D'abord, les crises elles-mêmes africaines qui sont réglées par la CPI, elles le sont toujours en règlement de compte. Quand vous prenez Bemba et vous l'envoyez, vous rendez service à Kabila. Quand vous prenez Gbagbo et vous l'envoyez à la CPI, vous réglez le service au président Ouattara et à ses amis. Quand l'Ouganda le fait, elle rend service, ou du moins elle s'en rend service elle-même, comme par hasard, elle appelle toujours contre l'armée du Seigneur le président Museveni. Et donc, ce sentiment-là d'injustice est, de mon point de vue, absolument inacceptable en soi. Et puis, on va sur la CPI elle-même, dont l'universalité est discutable. La plus grande puissance du monde, les États-Unis, ne l'a pas ratifiée, la Chine ne l'a pas ratifiée, Israël ne l'a pas ratifiée, et ceux qui l'ont ratifiée le font parfois avec des réserves. Parce qu'encore une fois, le sentiment global donné, c'est qu'elle est plutôt celle-là. Et puis, c'est la crise ivoirienne elle-même quand on revient. Étonnamment, elle s'intéresse à un camp et pas à un autre. Et donc tout cela à la fois me gêne personnellement. J'ai l'impression que le dossier de Mme Bensouda est plutôt vide, en tout cas l'impression que ça me donne. D'ailleurs, même pas une impression, la chambre préliminaire, je le disais encore, l'avait déjà dit avant évidemment de se rattraper parce que semble-t-il, mais c'est ce que disent certains, les preuves auraient été fabriquées plus tard par d'autres gens. Donc tout cela est discutable. Moi j'aurais aimé que la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays, une grande nation, un grand peuple, retrouve la paix par les Ivoiriens eux-mêmes, comme ils l'ont déjà fait par le passé et comme ils le feront nécessairement demain. Et que le procès de Gbagbo soit éventuellement, s'il devait se tenir, il se tienne en Côte d'Ivoire et que tout cela, comme le président Mandela nous l'a montré, on est capable de faire des commissions de réconciliation, d'arrangement, de discussion, jusqu'à ce que nos malheurs soient réglés entre nous pour que des plaies soient pansées et que plus jamais cela ne se reproduise. Alfred, comment peut-on parler de réconciliation nationale? Comment peut-on identifier les responsabilités de chacun lorsque sur le banc des accusés, il n'y a qu'un seul camp? Alors, Amira, il ne faut pas faire le jeu de la surdité, hein, parce qu'il y a une forme de surdité qui frappe beaucoup. Si les gens ont écouté hier la procureure Fatou Bensouda, elle a très bien insisté sur ce fait-là. Aujourd'hui, nous avons 2 personnalités politiques ivoiriennes ici. C'est leur responsabilité pénale qui est engagée et non pas la responsabilité de la Côte d'Ivoire. De 2, elle a très bien rappelé qu'il y a des enquêtes en cours concernant les responsables de l'autre camp qui sont partie prenante au conflit de Côte d'Ivoire et que, qu'on le veuille ou non, les enquêtes se poursuivent, il y aura des poursuites contre les partis, les éléments du parti de Alassane Dramane Ouattara qui seraient responsables des crimes. Ça, c'est d'un. De 2, lier la réconciliation de la Côte d'Ivoire au fait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à la haie, c'est manquer totalement non seulement de compassion, de compréhension vis-à-vis des milliers de morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est aussi faire le jeu justement des extrémistes politiques qui s'accrochent au pouvoir
parce qu'ils se croient les détenteurs de ce pouvoir-là. Autrement dit, c'est un individu qui a été porté au pouvoir par les Ivoiriens, il a perdu les élections, mais le fait qu'il est à La Haye ne peut pas empêcher que les Ivoiriens, au quotidien, dans chaque jour, puissent se réconcilier. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, malgré tout ce qu'on peut entendre. Les Ivoiriens se réconcilient sur le terrain. Et ça va beaucoup plus vite et les peuples sont beaucoup plus intelligents qu'on ne pense que leurs dirigeants. Enfin, j'ajouterai une dernière chose. Il y a eu beaucoup trop de choses très discutables dans ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai mal, j'ai pas voulu t'interrompre. Non, mais parce que les téléspectateurs feront eux-mêmes le tri là-dedans. Mais la dernière chose que je veux dire, on peut se plaindre de retrouver Gbagbo Blé-Goudé à La Haye, mais la véritable plainte devrait être de dire, mais enfin, on n'en serait pas là si les protagonistes ivoiriens avaient accepté leurs propres règles du jeu républicain, démocratique. Or, ça n'a pas été le cas. Ce qui fait effectivement qu'on se retrouve là-bas parce qu'on n'a pas respecté sa propre loi, et c'est dommage. Mais vraiment, dernière petite chose. Très rapide. Il y a eu... Gbagbo est un historien. Il connaît sans aucun doute l'histoire de ce général romain qui s'appelait Coriolan. Coriolan avait pris les armes contre Rome, il était aux portes de Rome. Lorsque sa mère et sa femme sont venus le supplier de dire « Tu ne vas pas tuer les Romains, tu es Romain », il s'est retiré. Un homme d'État ne peut pas tirer sur son peuple. Il doit placer toujours son peuple au-dessus de tout. S'il ne le fait pas, alors il mérite de passer devant la justice et il ne mérite pas justement la compassion ni la compréhension sur son sort. Lui, il est vivant. Ses enfants sont aux États-Unis. 3000 morts en Côte d'Ivoire et des séquelles aujourd'hui encore. Je trouve quand même que on tente de déplacer le curseur sur le vrai problème en essayant de dire Gbagbo ceci ou cela. Mais je pense effectivement que les Ivoiriens sont assez sages pour savoir faire la part des choses. Merci. J'ai mal, très rapide. Non, très extraordinaire quand Alfred fait des références romaines, comme si les crimes se passaient d'un côté et pas de l'autre. Et donc c'est très compliqué, évidemment, de suivre cela. J'ai fini. Fatou Bensouda a rappelé. Non, mais je vais te dire, le jeu de surdité, je crois que tu n'allais pas me couper. Le jeu de surdité ne se passe évidemment pas de cette façon-là. La Cour pénale internationale travaille sur une convention. Et à partir du moment où elle s'intéresse à un cas ou à l'autre, et il suffirait qu'elle s'intéresse à l'autre pour que la compétence lui soit retirée par la Côte d'Ivoire. La procureure est en train de poursuivre. Elle n'est pas maîtresse du jeu, elle ne peut pas le faire sans l'État. Le deuxième point, encore une fois, tu ne peux pas nier que le président Gbagbo est un leader national ivoirien qui compte dans le jeu politique ivoirien et sans lequel une réconciliation dans le Côte d'Ivoire n'est pas possible. Et donc, considérer que nous allons faire du droit, et d'ailleurs de Sotomara du droit, assez discutable, sans prendre en compte la dimension politique et l'importance politique du président Gbagbo pour qu'une solution demain soit possible, et juste pour le coup, une surdité absolue, et tu ferais mal dans les vêtements. Vous êtes en train de passer à côté, très rapidement, de passer à côté de la réalité qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Afin Guessan est à la tête du FPI. Mais à côté, il y a plusieurs autres jeunes, plusieurs autres politiciens du FPI qui sont en train de créer, parce que nous allons bientôt à la mort du FPI, bientôt il y aura d'autres... Ce qui veut dire que pour, l'avenir du Front patriotique ivoirien et de la Côte d'Ivoire, quel est le résultat électoral? Mais Alfred, quel est le résultat électoral de M. Guessan? Pour que le débat soit bien audible de nos téléspectateurs, je vais vous demander des petites tirades rapides, comme ça vous allez pouvoir vous passer la parole. L'avenir politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et du Front patriotique ivoirien, ça n'est plus Laurent Gbagbo. L'âge et sa présence à la Haye aujourd'hui font que ce sont d'autres qui vont être l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je respecte suffisamment les Ivoiriens pour les laisser eux le choix de savoir qui est le leader ou pas. Deuxièmement, quand on voit le résultat électoral de M. Guessan aux dernières élections présidentielles, on comprend bien qu'il n'est pas si leader que cela. Excuse-moi. Troisième chose, et pardon, les Ivoiriens considèrent, en tout cas une bonne partie d'entre eux, au moins la moitié, considèrent que leur leader naturel est Laurent Gbagbo, ils en ont le droit, c'est un autre débat. Si demain nous voulons une réconciliation, et c'est ça qui m'intéresse encore une fois, c'est pas le procès ou pas le procès. Ce que je veux, c'est que la Côte d'Ivoire ait une réconciliation
réconciliation n'est Mais pas ils sont possible, en train de se elle n'est pas possible par le président Gbagbo. Je n'y crois pas une seconde. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'ils sont en train de se réconcilier. Je n'y crois pas une seconde. Ouais, les Ivoiriens se réconcilient aujourd'hui sur le terrain, à part quelques extrémistes. Il n'y a que toi qui le vois. À part quelques extrémistes. Il n'y a que tes lunettes qui voient ça, mon cher. À part quelques extrémistes. On n'aura pas réussi à vous mettre d'accord et c'est l'heure de la pause. Il n'y a que les lunettes d'Alfred qui voient ça. Désolé, c'est l'heure de la pause. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve très vite pour le dossier du jour consacré à la liberté de la presse au Niger. À tout de suite.